AC, DC, monophasé, triphasé, kilowatt, kilowattheure, kilovoltampère. Si vous vous intéressez à la voiture électrique, vous avez forcément déjà croisé certains de ces termes. Et au début, ça peut vite devenir incompréhensible. Pourtant, derrière tout ça se cachent quelques principes assez simples. Et les comprendre permet de savoir pourquoi une voiture recharge à telle puissance, combien de temps elle va réellement mettre et quelle solution de recharge choisir. Dans cette vidéo, on va repartir de zéro. Avec des schémas simples, vous allez comprendre les bases de l'électricité, le chemin de l'énergie jusqu'à la batterie, l'AC et le DC, le monophasé et le triphasé, et ce qui détermine réellement la puissance de recharge. À la fin, tous ces termes devraient enfin avoir un sens. Et on commence par la base, les volts, les ampères, les kilowatts et les kilowattheures. Et pour ça, oublions l'électricité pendant quelques instants. Imaginez deux réservoirs d'eau placés à des hauteurs différentes et reliés par un tuyau. Plus la différence de hauteur entre les deux réservoirs est importante, plus l'eau a tendance à vouloir circuler de l'un vers l'autre. En électricité, c'est un peu la même idée avec la tension. La tension, mesurée en volts, représente une différence de potentiel électrique entre deux points. Pour notre analogie, retenez simplement ceci. La différence de hauteur, c'est un peu comme la tension. Plus cette différence est importante, plus le potentiel permettant de faire circuler quelque chose est important. Mais avoir une différence de hauteur ne nous dit pas encore quelle quantité d'eau circule réellement. Pour ça, il faut regarder le débit. Si 1 litre d'eau passe chaque seconde, le débit est faible. Si 10 litres passent chaque seconde, le débit est beaucoup plus important. En électricité, ce débit correspond à l'intensité du courant, mesurée en ampères. Donc retenez cette image. Les volts, c'est ce qui pousse. Les ampères, c'est ce qui circule. Et il reste un élément qui peut limiter ce débit, la résistance. Imaginez maintenant qu'on rétrécisse le tuyau. À pression identique, l'eau aura plus de difficultés à circuler et le débit diminuera. En électricité, c'est la même idée. La résistance s'oppose au passage du courant et elle se mesure en ohms. Plus la résistance est importante, plus elle limite le courant. C'est ce que résume la célèbre loi d'Ohm, U égale R multiplié par I. Mais pour comprendre la recharge, inutile d'aller beaucoup plus loin pour l'instant. Maintenant qu'on connaît les volts et les ampères, on peut enfin comprendre la puissance. Avec de l'eau, si vous avez peu de pression et peu de débit, vous disposez de peu de puissance. Mais si vous avez beaucoup de pression et un débit important, vous pouvez transmettre beaucoup plus de puissance. En électricité, c'est la même logique. La puissance électrique dépend de la tension et de l'intensité. Dans le cas simple qui nous intéresse ici, on peut retenir puissance égale tension multipliée par intensité. Et c'est là que les chiffres que vous voyez sur les bornes de recharge commencent enfin à avoir du sens. À la maison, nous avons environ 230 volts. Si une borne permet à la voiture de tirer 32 ampères, 230 multiplié par 32 donne environ 7360 watts, soit environ 7,4 kW. Voilà d'où viennent les fameux 7,4 kW d'une borne monophasée. Mais attention, les kilowatts représentent une puissance. Ils ne représentent pas la quantité d'énergie stockée dans votre batterie. Et c'est là qu'intervient le kilowattheure. Si votre borne délivre une puissance de 7,4 kW pendant 1 heure, elle aura fourni, en théorie, 7,4 kWh d'énergie. Pendant 2 heures, environ 14,8 kWh. C'est pour ça qu'une borne est annoncée par exemple à 7,4 kW, alors que la batterie d'une voiture peut être annoncée à 60 kWh. Le kilowatt indique à quelle vitesse l'énergie peut être transférée. Le kilowattheure indique quelle quantité d'énergie a été transférée ou stockée. Si vous retenez cette différence, vous venez déjà d'éliminer l'une des confusions les plus fréquentes lorsqu'on parle de voiture électrique. Et avant de continuer, il nous reste une dernière unité que vous voyez probablement sur votre contrat d'électricité, le kilovoltampère. Pourquoi votre abonnement est-il indiqué en 6, 9 ou 12 kilovoltampères, alors que votre borne, elle, est exprimée en kilowatts? Pour comprendre ça, on va remplacer notre réservoir d'eau par un verre. Imaginez que le verre entier représente la puissance apparente. C'est elle qu'on mesure en kilovoltampères. Mais dans ce verre, tout n'est pas réellement utile. Le liquide, c'est la puissance active, exprimée en kilowatts. C'est la puissance qui réalise réellement un travail. Faire tourner un moteur, produire de la chaleur, ou ici, recharger la batterie de votre voiture. La mousse, elle, représente la puissance réactive, exprimée en kilowatts. Elle ne produit pas directement de travail utile, mais elle est nécessaire au fonctionnement de certains équipements, notamment ceux qui comportent des bobines ou des condensateurs. Et comme la mousse dans notre verre, elle prend de la place, même si ce n'est pas la partie qui nous intéresse vraiment. Donc retenez simplement ceci. Le kilowatt, c'est le liquide. Le kilovoltampère, c'est le verre complet, liquide plus mousse.
La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'électronique de puissance moderne, on sait aujourd'hui réduire énormément cette fameuse mousse. Sur une borne de recharge moderne, le facteur de puissance est généralement très proche de 1. Autrement dit, il y a très peu de mousse. Et lorsque le facteur de puissance est proche de 1, les kilovoltampères et les kilowatts sont presque équivalents. Voilà pourquoi votre abonnement est exprimé en kilovoltampères, alors que la puissance de votre borne est exprimée en kilowatts. Maintenant qu'on comprend les principales unités électriques, voyons le chemin que parcourt réellement l'électricité lorsque vous rechargez votre voiture à la maison. Voici le schéma complet. Réseau électrique, compteur Linky, tableau électrique, prise ou wallbox, chargeur embarqué, et enfin batterie. On va parcourir rapidement chaque élément pour comprendre son rôle. Tout commence par le réseau électrique. L'électricité est transportée sur de longues distances à haute tension, puis progressivement transformée pour arriver jusqu'à votre quartier et finalement jusqu'à votre logement. Elle arrive ensuite à votre compteur Linky. Le Linky mesure notamment votre consommation et surveille la puissance appelée par votre installation par rapport à la puissance prévue par votre abonnement. C'est donc ici que nos fameux 6, 9 ou 12 kVA commencent à prendre tout leur sens. Après le Linky, l'électricité arrive dans votre tableau électrique. Son rôle est de répartir l'électricité entre les différents circuits de votre logement, mais aussi de protéger l'installation et les personnes, grâce notamment aux disjoncteurs et aux protections différentielles. Et petite parenthèse avant de continuer. Si ce type de contenu vous aide à mieux comprendre la recharge électrique, vous pouvez vous abonner à la chaîne et laisser un j'aime à la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de m'encourager à continuer à produire ce type de contenu pédagogique. Merci à vous. Reprenons notre chemin. Depuis le tableau, un circuit dédié va alimenter votre point de recharge. Et celui-ci peut prendre plusieurs formes. Une prise renforcée ou une wallbox. Son rôle est de faire l'interface entre votre installation électrique et la voiture. Et dans le cas d'une wallbox, elle peut également contrôler et piloter la puissance envoyée au véhicule, par exemple pour éviter de dépasser la puissance disponible dans votre logement. Mais attention à une confusion très fréquente. Malgré son nom, la borne n'est pas réellement le chargeur de la batterie lorsqu'on recharge en courant alternatif. Le véritable chargeur se trouve dans la voiture. C'est ce qu'on appelle le chargeur embarqué. Et son rôle est extrêmement important. L'électricité qui arrive jusqu'à votre voiture depuis le voiture est en courant alternatif, AC. Mais votre batterie, elle, fonctionne en courant continu, DC. Le chargeur embarqué doit donc convertir l'AC en DC avant que l'énergie puisse être stockée dans la batterie. Et si cette histoire d'AC et de DC vous paraît encore un peu abstraite, c'est normal. Dans le chapitre suivant, on va justement voir ce qu'est réellement le courant alternatif, ce qu'est le courant continu, pourquoi notre réseau utilise l'AC, pourquoi une batterie utilise le DC, et surtout pourquoi cela change complètement la façon dont votre voiture se recharge. Et vous allez voir qu'après ça, beaucoup de choses vont devenir beaucoup plus claires. Une fois cette conversion réalisée, l'électricité arrive enfin à notre dernier élément, la batterie. Elle stocke l'énergie sous forme de courant continu, et cette énergie pourra ensuite être utilisée pour alimenter le moteur électrique et faire avancer la voiture. Donc retenez simplement cette chaîne. Réseau, Linky, tableau électrique, point de recharge, chargeur embarqué, batterie. Maintenant qu'on sait où passe l'électricité, il est temps de comprendre sous quelle forme elle circule. AC d'un côté, DC de l'autre. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On vient de voir que l'électricité arrive jusqu'à votre voiture en courant alternatif, AC, alors que la batterie fonctionne en courant continu, DC. Mais pourquoi utilise-t-on deux types de courants différents? Et surtout, pourquoi cela permet-il à certaines bornes de charger à 11 kW et à d'autres de dépasser 300 kW? Pour le comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. À la fin du 19e siècle, deux visions du réseau électrique vont s'affronter dans ce qu'on appellera plus tard la guerre des courants. D'un côté, Thomas Edison qui défend le courant continu, le DC. De l'autre, Nikola Tesla, dont les travaux sur le courant alternatif seront notamment développés commercialement avec George Westinghouse. À l'époque, l'un des grands avantages de l'alternatif est qu'on peut facilement élever sa tension avec des transformateurs, transporter l'électricité sur de longues distances en limitant les pertes,
puis abaisser cette tension avant de l'amener jusqu'aux utilisateurs. C'est notamment pour cette raison que l'AC va largement s'imposer dans les réseaux électriques. Mais l'histoire a finalement donné raison aux deux. Parce qu'aujourd'hui, nous utilisons constamment AC et DC simplement pour des usages différents. Commençons par l'AC. Dans de nombreuses centrales électriques, une source d'énergie permet de faire tourner une turbine. Cette turbine entraîne à son tour un alternateur. Et à l'intérieur de cet alternateur, la rotation d'un champ magnétique par rapport à des bobinages permet, grâce à l'induction électromagnétique, de générer naturellement une tension alternative. Contrairement au courant continu, sa polarité s'inverse périodiquement. Si on la représente sur un graphique, on obtient cette fameuse onde sinusoïdale qui passe alternativement au-dessus et en dessous de zéro. Sur notre réseau électrique européen, cette alternance se répète à une fréquence de 50 Hz, soit 50 cycles par seconde. C'est donc sous cette forme que l'électricité arrive dans votre logement, du courant alternatif. Le courant continu, ou DC, fonctionne différemment. Ici, la polarité reste la même. On retrouve naturellement du courant continu dans une pile ou une batterie, grâce aux réactions électrochimiques qui s'y produisent. Les panneaux photovoltaïques produisent également du courant continu. Et de nombreux appareils électroniques fonctionnent eux aussi en DC, même lorsqu'ils sont branchés sur une prise AC. Leur alimentation se charge alors de réaliser la conversion. Et c'est précisément ce qui nous intéresse avec une voiture électrique. Parce que votre réseau fournit de l'AC, mais votre batterie a besoin de DC. Il faut donc forcément effectuer une conversion quelque part. Et l'endroit où cette conversion est réalisée change complètement la recharge. Lorsque vous rechargez sur une prise ou une wallbox AC, le courant alternatif est envoyé jusqu'à la voiture. La borne contrôle et sécurise l'alimentation, mais la conversion AC vers DC est réalisée dans le véhicule, par le fameux chargeur embarqué que nous avons vu juste avant. On peut simplifier son fonctionnement comme ceci. AC entre. L'électronique de puissance redresse, convertit et régule l'électricité. Et du DC ressort vers la batterie. Visuellement, notre sinusoïde devient donc un courant continu adapté à la recharge de la batterie. Et maintenant, regardez ce qui se passe sur une borne rapide DC. Cette fois, la conversion ne se fait plus dans la voiture. Elle se fait directement dans la borne. Une borne rapide contient de puissants modules électroniques capables de convertir l'AC provenant du réseau en DC avant même que l'électricité n'arrive au véhicule. Le courant continu peut alors être envoyé vers la batterie en contournant le chargeur embarqué AC de la voiture. Et cette différence est fondamentale. Un chargeur embarqué doit tenir dans une voiture. Il faut limiter son encombrement, son poids, son coût et gérer son refroidissement. C'est notamment pour cela qu'on retrouve couramment des chargeurs embarqués de 7,4 ou 11 kW et parfois 22 kW. Une borne rapide DC, elle, n'a pas les mêmes contraintes. Les convertisseurs peuvent être beaucoup plus gros, utiliser plusieurs modules de puissance et disposer d'un système de refroidissement conséquent. On peut alors atteindre 50, 150, 300 kW, voire davantage sur certaines installations et certains véhicules compatibles. Donc retenez cette différence très simple. En AC, la conversion se fait dans la voiture. En DC, la conversion se fait dans la borne. Même principe de conversion, pas au même endroit. Et maintenant, une question devrait naturellement vous venir à l'esprit. Si votre wallbox peut fournir 7,4 kW, mais que le chargeur embarqué de votre voiture est limité à 3,7 kW, à quelle puissance allez-vous réellement charger? La réponse, 3,7 kW. Et derrière cet exemple se cache une règle fondamentale de la recharge électrique. C'est toujours le maillon le plus faible qui impose la limite. Votre wallbox peut être capable de fournir 7,4 kW. Si la voiture ne peut en accepter que 3,7, vous chargerez à 3,7. Et l'inverse est également vrai. Si votre voiture peut accepter 7,4 kW, mais que votre point de recharge n'en fournit que 3,7, vous chargerez là encore à 3,7 kW. Autrement dit, la puissance réelle de recharge est déterminée par l'élément le plus limitant de la chaîne. Mais ces chiffres soulèvent une autre question. Pourquoi retrouve-t-on si souvent 3,7, 7,4, 11 ou 22 kW lorsqu'on parle de recharge? Pourquoi précisément ces valeurs? Pour le comprendre, il faut maintenant parler de monophasé
et de triphasé. Pour comprendre d'où viennent ces valeurs, revenons une dernière fois à notre réseau électrique. On l'a vu juste avant, dans une centrale électrique, une turbine entraîne un alternateur pour produire de l'électricité. Mais jusqu'ici, on a volontairement simplifié son fonctionnement. Car en réalité, les alternateurs utilisés pour produire l'électricité du réseau ne génèrent pas une seule tension alternative, ils en génèrent 3. À l'intérieur de l'alternateur, les bobinages sont disposés de manière à produire 3 tensions alternatives décalées de 120 degrés les unes par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle le triphasé. Et si le réseau électrique utilise 3 phases, ce n'est évidemment pas par hasard. Cela permet notamment de transporter et de distribuer efficacement de fortes puissances, en répartissant la puissance électrique sur 3 phases. C'est particulièrement intéressant pour le réseau électrique, pour l'industrie, mais aussi, comme nous allons le voir, pour recharger une voiture électrique à forte puissance en AC. Lorsque l'électricité arrive ensuite dans votre quartier, des transformateurs abaissent progressivement sa tension. Mais attention, ils ne transforment pas simplement le triphasé en monophasé. Le réseau basse tension reste constitué de 3 phases et d'un neutre. Entre chacune de ces phases et le neutre, on retrouve environ 230 volts. Et entre 2 phases, environ 400 volts. Pour alimenter un logement en monophasé, on va simplement utiliser l'une de ces 3 phases plus le neutre. Le logement voisin pourra être raccordé à une autre phase et ainsi de suite, afin de répartir au mieux les consommations sur le réseau. Et pour la majorité des logements, une seule phase suffit largement pour les usages du quotidien. Et maintenant que vous avez compris ça, nos fameux 3,7 et 7,4 kW vont devenir beaucoup plus logiques. Vous vous souvenez de notre formule du début ? Puissance égale tension multipliée par intensité. En monophasé, nous avons environ 230 volts. Si notre circuit fournit 16 ampères, 230 multiplié par 16 donne 3680 watts, soit environ 3,7 kW. Et à 32 ampères, 230 multiplié par 32 donne 7360 watts, soit environ 7,4 kW. Voilà d'où viennent ces 2 premières valeurs. Maintenant, passons au triphasé. Cette fois, au lieu d'utiliser une seule phase, nous en utilisons 3. À 16 ampères, chacune peut fournir environ 3,7 kW. Donc avec 3 phases, 3 fois 230 fois 16, on obtient environ 11 kW. Et si chacune des 3 phases fournit 32 ampères, 3 fois 230 fois 32, on obtient environ 22 kW. Et voilà d'où viennent les 4 puissances que vous voyez constamment en recharge électrique. Mais il reste une dernière question. Si 22 kW en AC est parfaitement possible, pourquoi retrouve-t-on si souvent des voitures électriques limitées à 11 kW en AC ? La réponse se trouve dans ce qu'on vient de voir au chapitre précédent. En recharge AC, c'est le chargeur embarqué dans la voiture qui doit convertir toute cette puissance en courant continu pour la batterie. À 11 kW, il doit gérer environ 16 ampères sur chacune des 3 phases. Pour atteindre 22 kW, on passe à environ 32 ampères par phase, et le chargeur embarqué doit alors être dimensionné pour convertir jusqu'à 2 fois plus de puissance. Cela demande une électronique de puissance plus conséquente, davantage de refroidissement et entraîne des contraintes supplémentaires de coût, de poids et d'encombrement. C'est notamment pour cela que 11 kW est aujourd'hui une puissance AC très courante sur les voitures électriques, alors que 22 kW est beaucoup moins répandue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo à vous. Vous maîtrisez maintenant pratiquement toutes les bases nécessaires pour comprendre la recharge d'une voiture électrique. Et si tout n'est pas encore parfaitement clair, c'est normal. N'hésitez pas à revoir certains passages, à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de comprendre les schémas et les calculs. Et s'il reste une question, posez-la en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Enfin, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez encourager mon travail et m'aider à continuer à produire ce type de contenu, le meilleur moyen de le faire est très simple. Abonnez-vous à Watt Malin et laissez un j'aime à la vidéo. Merci d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout et à très bientôt sur Watt Malin.